1990, États-Unis. Le médecin Samuel Phoenix exerce dans une petite ville du sud de la Virginie. Les mineurs de la ville souffrent de douleurs diverses et variées. Plein d'empathie, il veut absolument aider ces travailleurs de l'ombre. Pour cela, il utilise un nouveau médicament, l'Oxycontin. Commercialisé par le laboratoire pharmaceutique Purdue Pharma, ce puissant opiacé se forge la réputation de n'occasionner aucune dépendance tout en luttant contre les douleurs les plus vigoureuses. Samuel Phoenix, incarné par Michael Keaton, est le personnage de l'une des dernières mini-séries de Disney+, Dopsic, bande-annonce. On pense que c'est vraiment une énorme affaire. L'Oxycontin est devenu la première cause d'overdose dans le pays. Purdue Pharma ment sur son médicament. J'arrive pas à croire qu'autant d'entre eux soient morts maintenant. C'est un excellent médicament. Le scandale de l'Oxycontin va devenir un problème de santé publique majeur. Lancé en 1996 à grands coups de matraquage publicitaire, l'Oxycontin va incarner la crise des opioïdes qui touche les États-Unis depuis la fin des 90s. Avec près de 500 000 décès dus à des overdoses, le scandale des opioïdes, dont l'origine se trouve dans la commercialisation de l'Oxycontin, est l'une des crises sanitaires les plus graves de l'histoire récente des États-Unis. Ce récit sera accompagné d'extraits du magazine Envoyé spécial, Antidouleur, l'Amérique dévastée, diffusé le 21 février 2019 et disponible sur YouTube. Les chiffres sont tirés de plusieurs articles, notamment de celui du journal d'information suisse Le Temps. États-Unis, 1995, siège de la FDA. La FDA, la Food and Drug Administration, se réunit ce jour-là pour valider la commercialisation d'un médicament appelé l'Oxycontin. Le laboratoire pharmaceutique Purdue Pharma cherche alors un remplaçant à son médicament phare, le MS-Contin. Ce puissant analgésique, composé majoritairement de morphine, n'est plus assez rentable. Le laboratoire s'appuie sur une nouvelle molécule, l'oxycodone, pour développer un nouvel antidouleur, histoire de faire rentrer du dollar en pagaille. Cet antalgique stupéfiant est un dérivé de la thébaïne, que l'on peut notamment retrouver dans l'opium. Semi-synthétique, l'Oxycontin a quasiment les mêmes effets que l'ancien MS-Contin. Du point de vue de Purdue Pharma, c'est une franche réussite. Le nouveau médoc va entraîner un revenu de 35 milliards de dollars, un joli petit pactole. Sur le papier, cet analgésique est une solution miracle. Il soigne toutes les douleurs les plus intenses, sans entraîner la moindre dépendance puisque ses effets dureraient 12 heures, quasiment le double des autres médicaments du même type, limitant la prise de comprimés et donc les risques de dépendance. Sur le papier en tout cas. 1996. L'Oxycontin arrive sur le marché américain validé par la FDA. L'un des porte-parole de l'agence chargée de certifier les médicaments aux États-Unis déclare à l'époque: Au moment de l'approbation, la FDA estimait que la formulation contrôlée de l'Oxycontin allait déboucher sur moins d'abus potentiels parce que le médicament devait s'absorber lentement et qu'il n'y aurait pas d'euphorie immédiate. Rentre en scène le docteur Curtis Wright. Travaillant à l'époque à la FDA, il est chargé de superviser le comité qui doit autoriser ou non l'entrée sur le marché de l'Oxycontin. Il donne bien sûr son accord. Et comme le hasard fait bien les choses, il est embauché 3 ans plus tard en 98 comme cadre chez Purdue Pharma justement. La stratégie commerciale du labo dirigé par la famille Sackler est en partie responsable de l'incroyable engouement autour de ce médicament. Purdue Pharma use de toutes les stratégies possibles. Rémunération de brillants médecins pour faire la promotion du médicament, marketing trompeur, pratiques commerciales douteuses. Entre 1996 et 2001, le budget de la publicité pour le médicament, notamment dans les journaux, passe de 187 000 $ à 4 millions de dollars. À ça, Purdue Pharma fait les choses à fond. La famille Sackler a également utilisé l'AAPM, l'American Academy of Pain Medicine, et l'APS, l'American Pain Society, 2 organisations composées de professionnels de santé dont la spécialité est le traitement de la douleur pour déstigmatiser les opiacés. Par qui étaient financées ces 2 organisations ? Vous l'aurez forcément compris. S'il fallait encore une preuve, David Haddox, qui présidait le conseil de l'APS, a été également embauché par Purdue en 1999. Les chiffres sont édifiants. Selon les sources, la crise des opioïdes que subit les États-Unis depuis la mise sur le marché de l'Oxycontin, donc depuis 1996, aurait fait entre 300 000 et 500 000 morts. Comment l'Oxycontin fait plonger les gens ? Témoignage.
En 2001-2002, j'ai commencé à avoir des douleurs d'estomac. Les médecins ne savaient pas ce que c'était, alors ils m'ont donné des antidouleurs. Vicodine, Percocet, Oxycontin. Comment est-ce que ça devient un problème de drogue? Parce que ces pilules sont à base d'opium, comme l'héroïne, et elles prennent le contrôle de votre vie. Moi, j'avais un boulot. J'étais payé le vendredi soir, et le samedi matin, j'étais ruiné, parce que ces pilules coûtent cher. Deuxième témoignage encore plus frappant, celui de Lauren Cambra. Elle avait été choisie par Purdue Pharma lors de sa première campagne de publicité pour vanter les mérites de cet antidouleur, sur conseil de son médecin. Et là, c'était waouh! Je me sentais super bien. Je pouvais marcher, nager, faire du sport, des activités normales sans souffrir. Pour moi, c'était un médicament miracle. Mais très vite, les effets se dissipent. Il faut augmenter la dose. Cela provoque une somnolence, des absences. Elle perd son emploi, son assurance et ne peut plus se payer les pilules. Et là, ça a été le début de... Mon Dieu. Là, j'ai compris à quel point cette pilule était addictive. Parce que j'ai arrêté de la prendre. Et là... Oh là là. J'ai tenu 12 heures, 14 heures, 16 heures. Et j'étais à l'agonie. Mon corps n'en pouvait plus. Je me rappelle... Mon Dieu, je hurlais sur tout le monde. C'était horrible. Je n'ai même pas tenu une journée. J'ai pris l'argent prévu pour mon crédit voiture et je suis allée m'acheter mes pilules. Ça, c'était le premier mois. Ensuite, j'ai pris l'argent prévu pour la voiture, pour le crédit de la maison, pour la nourriture, pour mes pilules. Et au final, j'ai tout perdu. Ma voiture, ma maison. J'étais pratiquement SDF. Sur l'ensemble des personnes apparues dans les clips de Purdue Pharma pour faire la promotion de l'Oxycontin, Lauren Cambra est la seule rescapée. En 2006, Leonard Paolozzi, travaillant au Centre de contrôle et des préventions des maladies, publie des chiffres que Purdue Pharma ne peut réfuter. Entre 1999 et 2002, il y a eu une explosion de 91% des décès liés aux antidouleurs opiacés. En 2007, 3 dirigeants de la firme pharmaceutique plaident coupables en Virginie d'avoir volontairement trompé les médecins, les patients et les autorités de régulation, notamment sur les risques d'accoutumance et de dépendance. Le labo accepte de payer une amende de 635 millions de dollars. À partir de 2001, les ventes d'Oxycontin vont baisser aux États-Unis. Mais encore une fois, vous l'aurez compris, Purdue Pharma ne fait pas les choses à moitié. Par l'intermédiaire de sa filiale internationale Mundi Pharma, elle essaie de toucher d'autres parties du globe. En 2016, le Los Angeles Times a publié une enquête dénonçant le financement de séminaires de promotion des opiacés auprès de médecins étrangers, notamment au Brésil et en Chine. C'est Leonard Paolozzi, l'homme à l'origine de la mise en avant du scandale, qui nous offre une conclusion radicalement juste. Ça aurait été très difficile pour Purdue Pharma de rencontrer un succès commercial aussi important avec l'Oxycontin si les médecins l'avaient prescrit de façon appropriée. Parce que les douleurs en phase terminale de cancer, ce n'est pas très commun. Et par définition, les patients en phase terminale n'en utiliseront pas longtemps. Pour qu'un médicament rapporte, il faut que les médecins le prescrivent pour des problèmes classiques sur le long terme. Et si le médicament est addictif, alors vous avez la recette pour un carton commercial. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci à Benji derrière la console et à la lecture de l'extrait.